Les organismes sont comme dans leur prime, là, ils sont comme wouhou! Exact. Ils sont prêts à faire la guerre, tu sais. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites ça avec modération, s'il vous plaît. Pouvoir voir justement si tout ce que tu me dis, c'est pas du bullshit. Ben, tu sais, il y a tout le temps 50% de bullshit. Hein. Il faut vendre notre produit, il faut vendre la personne. Hein, c'est ça, c'est genre tu sais, la magie de la caméra, hein, c'est ça. Tu sais, ça paraît pas sur la caméra en ce moment, mais j'ai 10 kilos de plus. Hein, ouais, exactement, en plus. Rallier la chaîne, tous les maillons ensemble pour les faire communiquer, pour avoir une meilleure compréhension globale de notre secteur. Trouver des boulangers qualifiés, c'est très dur en ce moment au Québec. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Amis passionnés, bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Ferment Mind. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Casimir Bello. Casimir, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Je suis très heureux de t'accueillir ici, en plus dans le bistrot des balcons, qui a accepté de nous accueillir gentiment, donc je les remercie. Et donc si jamais vous êtes dans Charlevoix ou vous passez par Baie-Saint-Paul, n'hésitez pas à venir ici pour aller boire une bière. Il y a souvent des événements, c'est un endroit très sympathique. Vous venez de ma part et ils vous accueilleront chaleureusement. Casimir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs? Ouais, avec plaisir. Mon nom est Casimir Bello. Je suis chef boulanger et administrateur d'une coopérative au centre-ville d'Alma qui s'appelle Merci l'Ami, qui est une coopérative boulangère bio, certifiée biologique par Québec Vrai. Ok, merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ton parcours et sur toi au cours de l'émission, parce qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler de boulangerie, bien entendu, on va parler de pain biologique, on va parler de levain, de valorisation des acteurs locaux, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, je le sais, même à moi, ça me tient beaucoup à cœur. On va parler d'artisanat, bien évidemment de ton parcours et de ta formation en France. Mais pour commencer, je te propose une petite rubrique d'introduction. Ça va être très simple, tu vas voir. Ça va être un petit questionnaire. Ça s'appelle bien ou mal. Quel est le principe? C'est très simple. Je te pose des questions, tu peux répondre que par bien ou par mal. Parfait. Est-ce que tu es prêt? 100% prêt. Ok. Bien ou mal, privilégier les prix attractifs aux produits qualitatifs? Bien. Bien ou mal, travailler avec des acteurs locaux, même si cela signifie payer plus cher pour les matières premières? Définitivement bien. Bien ou mal, manger du pain tous les jours? Bien. Bien ou mal, ajouter des améliorants pour optimiser le processus de production? Mal. Bien ou mal, chercher des moyens de rendre le pain plus digeste et nutritif, même si ça prend plus de temps? Bien. Bien ou mal, donner des secrets de fabrication et partager ses connaissances? Bien. Bien ou mal, faire des études à l'étranger plutôt que dans ton propre pays? Bien. Bien ou mal, comparer les pays entre eux, notamment la culture française et québécoise? Bien. Bien ou mal, l'évolution du pain blanc vers des pains plus typés avec des farines plus complètes? Bien. Bien ou mal, l'impact des influenceurs et de la démocratisation des réseaux sociaux sur les tendances en boulangerie? Bien. Ok. Et la dernière, bien ou mal, produire trop pour ne pas manquer de ventes? Mal. Merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. On aura l'occasion d'y revenir si tu veux de long de l'émission. Avec plaisir. Et donc pour commencer cette première rubrique, je pense qu'il serait peut-être temps de casser la croûte. Donc bienvenue dans la première rubrique, casser la croûte. Et quoi de mieux que pour casser la croûte que d'avoir cette magnifique tablée. Alors comme en plus on va parler de local, on va parler vraiment des acteurs de la région, je t'ai fait une table vraiment locale avec des fromages de la fromagerie de Charlevoix qui sont vraiment délicieux. Donc tu as le Flormier, l'Hercule. Je dois dire aussi que la table est vraiment magnifique. Ouais, tu me reçois bien. Hein? Ouais, je suis plutôt content aussi, surtout que ça me fait vraiment plaisir. Et là tu as en plus des magnifiques produits, donc tu as des produits des viandes de Charlevoix, des viandes biologiques de Charlevoix, donc tu as de la, voilà, comme tu peux voir, tu as du saucisson, et puis tu as aussi un petit truc au milieu, je sais pas si tu as pu remarquer, Pâté Lorrain, un produit spécifique de ma région en France qui me tient beaucoup à cœur, que tu peux retrouver dans toutes les boulangeries de Lorraine, dans les Vosges. C'est vraiment le produit typique dans la boulangerie.
et qui est vraiment délicieux. L'odeur est assez incroyable. Là. Ça, tu es en train de me dire que tu as fait ça ce matin avant le podcast. C'est ça. C'est presque ça. Je les ai fait, c'est à base de pâte feuilletée et puis d'une viande marinée. Donc tu as du porc et du veau marinés avec des épices, etc. Et puis en plus, comme je sais que tu aimes beaucoup, voilà, pour s'abreuver de tout ça, on a la meilleure des boissons pour un Lorrain, mais pour des gens du Grand Est, Picon bière. Moi, tu me mets bien. Déjà, la tablée était parfaite. Quand tu sors en plus une bouteille de Picon. Ça fait, comme je te dis, ça va faire 2 ans que j'en ai pas bu. C'est vraiment quelque chose de. Donc, quand j'ai su qu'un Québécois comme toi qui aime le Picon, j'étais obligé de trouver un moyen d'en avoir. Donc voilà, donc là, je pense qu'on sera vraiment bien pour pouvoir commencer ce podcast. Oui, exactement, c'est assez merveilleux. Là. Donc, n'hésite pas à grignoter si l'envie t'en vient. Avec plaisir. Et puis du coup, tant qu'on y est, voilà, pour commencer, le premier sujet, ce serait, comme tu peux le voir, là, on a des produits locaux ici. Toi, comment tu vois ça, justement, le fait de travailler avec des acteurs bio, locaux, de valoriser les produits du terroir, c'est quelque chose qui te touche, qui t'impacte vraiment? Énormément, parce qu'on a vu, on a été frappé par une pandémie en 2020 qui nous a fait réaliser qu'on ne produisait pas autant qu'il fallait sur notre territoire, ou même dans les circuits courts, parce qu'on a manqué de plein de choses dans les épiceries, on a manqué d'énormément de matières premières aussi. Puis c'est un retour un peu aux bases. Le circuit court, c'est vraiment ce qui est important, c'est bon, c'est meilleur pour l'environnement aussi. On réduit notre empreinte écologique en faisant ça. Puis en plus de ça, on redistribue l'argent dans notre communauté, dans notre secteur. À la place d'avoir de l'argent qui s'en va dans un autre pays avec un distributeur qui peut être européen ou d'autres endroits. On est vraiment recentré vers le Québec ou notre région qui est au Québec. Mettons, moi, j'utilise énormément les produits du Lac-Saint-Jean et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je sais que ça encourage des familles de la région puis que ça fait un commerce qui est à circuit court, qui est là pour le développement de la région. C'est vraiment quelque chose, tu le dis, qu'on a vu l'importance qui est revenue même pour les gens, pour les consommateurs, de retrouver des produits et de vraiment faire vivre sa région, faire vivre sa ville. Et, on a vu avec le Covid, etc. C'est vrai. Et c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et puis en plus, toi, du coup, tu es boulanger, donc tu fais du pain biologique sur levain. Pourquoi avoir choisi de faire du pain bio sur levain? Quelle est l'utilité selon toi? Moi, c'est vraiment, j'ai décidé d'aller redorer un petit peu l'image du pain dans la région que je suis au Québec. C'est une région qui est beaucoup habituée au pain blanc, volumineux, surpiétri, qui n'est pas nécessairement... le monde du pain est large. On n'est pas obligé de que aimer un pain pour que ce soit nutritif, etc. On peut goûter à tout, on peut apprécier tout, mais moi, je voulais vraiment rentrer un petit peu dans cette niche-là, qui est un pain qui est 100% au levain, 100% fait de farine sur meule de pierre et biologique, pour vraiment offrir à ceux qui le désirent un pain qui a une meilleure digestibilité, puis qui, en plus, est plus nutritif pour l'être humain. Fait que c'est vraiment pour le retour un peu à l'ancienne du pain et vraiment pour la nutrition. La nutrition, ce qui est vraiment important, surtout aujourd'hui, quand on se rend compte de l'importance que peut avoir le pain dans notre alimentation. C'est vrai que ça a été un peu oublié pendant une époque, justement. Tu parles de pain blanc, etc. C'est vrai qu'on a le droit d'aimer le pain blanc et on a le droit de continuer à en manger, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte que le pain, c'est vraiment plus que ça, c'est bien plus important que simplement du pain blanc, quoi. On peut vraiment apporter des nutriments, des vitamines, même des acides aminés, des choses comme ça très importantes dans la nutrition, même du magnésium, qui va apporter vraiment un pilier sur l'alimentation des gens. Selon moi, le pain blanc, c'est il ne faut pas non plus le prendre comme si c'était Satan ou un démon. Oui, tout à fait. Il faut le voir plus comme si c'était un bonbon. Le pain blanc, là, qui va avoir des sucres ajoutés, des améliorants ou peu importe, on n'est pas obligé de le couper à 100%. Il faut juste que quand on le consomme, il faut prendre conscience que c'est vraiment, c'est comme un bonbon. C'est comme boire du coca presque. Oui, exactement. Exactement. Tu as un petit peu ce même rapport-là parce que l'indice glycémique d'un pain blanc est méga élevé. C'est vraiment, tu prends le pain, quand tu prends du pain blanc, le pain passe d'un aliment de base à un aliment qui est un petit peu superflu
mais que tu peux continuer à consommer. Là. C'est pas, il n'y a pas de mal à le ça. démon, non, exactement, c'est pas le démon. Mais par contre, il faut prendre conscience que c'est pas non plus le truc qui est le plus sain, le plus nutritif pour nous. C'est ça. Mais qu'en plus, tu as quand même des... aujourd'hui, même si tu continues à consommer du pain blanc, tu as quand même une variété de pains faits avec des farines plus complètes ou des farines de blé ancien, des choses comme ça, qui quand même font des bons compromis au niveau du goût. Il y a pas forcément... C'est vrai que quand on parle de pain au levain, on a souvent cette image un peu, ça va être un pain acidulé, ça va être vraiment beaucoup plus fort, c'est pour une niche de consommateurs, mais en fait, pas vraiment. C'est vraiment au boulanger de savoir comment travailler son produit pour pouvoir faire un pain tu vas pouvoir manger un pain au levain qui va pas avoir une forte acidité et qui va se manger vraiment facilement. Puis en tant qu'artisan aussi, on a ce pouvoir-là et ce devoir-là, quand on est un artisan passionné surtout, c'est d'amener le client ou le consommateur à vraiment aimer notre produit en le faisant déguster, en trouvant un peu chaussure à son pied au client. Puis avec ça, on l'amène vers une nutrition qui est plus balancée grâce au pain. C'est l'utilisation de graines, il y a l'utilisation de certaines farines, de certains types de blé aussi. Tu peux amener un client un peu n'importe où dès que tu veux mettre le temps et tu y vas un petit peu à la fois. Tu sais, il y a la théorie des PPP, les plus petits pas. Bien, tu sors de ta zone de confort tranquillement, pas vite, tout le temps en faisant un petit pas en dehors de ta zone de confort. Puis l'artisan a ce pouvoir-là avec sa clientèle, bien sûr. Ouais, c'est comme on en revient à la discussion d'hier avec les pains et la cuisson du pain. Ouais. Voilà, c'est tranquillement pas vite rappeler aux gens que manger du pain pas trop cuit, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et sans vouloir en faire un cheval de bataille et dire non, manger du bien cuit, tranquillement amener les gens vers ça. Puis quitte à pas faire 100% de sa production sur du bien cuit, tu sais, encore une fois, on peut s'adapter aussi en tant qu'artisan. Tu sais, on a une passion, oui, on a un produit idéal qu'on veut, mais il y a aussi le point que on veut aussi que les gens aiment quand même le produit qu'on sort et tout. Donc, tu sais, par exemple, j'aime ça, moi, avoir les 3 types de cuisson dans mon présentoir. Tu sais, il y a du bien cuit, du moins cuit, puis moi, j'aime bien l'appeler le médium saignant, parce que les clients, ça les fait rire, tu sais, ils sont capables de se rattacher à ça. Fait que c'est très important, tu sais, pour aussi l'artisan de capter un petit peu ces énergies-là, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi que les clients soient capables de s'adapter, puis les aider dans ce mouvement-là. Tout à fait. Tout à fait. Et puis en plus, c'est là qu'on va en revenir à un autre point, c'est que toi, les clients, tu travailles dans une boulangerie artisanale coopérative, donc les clients sont quand même assez attachés à ça, et tu es un cœur du village, tu as un axe important pour les gens. Est-ce que déjà tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas une boulangerie coopérative? Et puis aussi une autre question, c'est quoi, pourquoi être en boulangerie artisanale coopérative? Est-ce que tu avais une envie d'une échelle plus humaine, retrouver ce côté avec la clientèle plus proche? En fait, une coopérative, c'est un véhicule entrepreneurial. Tu as plusieurs façons d'immatriculer un commerce. La coopérative en fait partie. La coopérative, c'est sans but lucratif. Ton but, c'est vraiment d'amener une action dans une communauté ou dans une ville comme Alma pour avoir du bon pain, du pain bio. Le premier objectif, c'est ça. Puis, en étant une coopérative, ça te permet tu as des avantages fiscaux qui te permettent justement d'encourager des acteurs locaux, même s'ils sont plus dispendieux. Ça te permet d'aller chercher des subventions pour des équipements. C'est un véhicule pour le développement, pour que ça aide énormément pour que ce soit le développement durable ou bien le développement entrepreneurial. C'est un très beau véhicule pour ça. C'est assez merveilleux. Et c'est sûr, comme tout type d'entreprise, il y a les pour et les contre. C'est pas un véhicule parfait comme tout type d'entreprise, mais c'est un véhicule qui est très bien pour encourager puis se développer en tant que personne, en tant qu'entreprise aussi. C'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose que, tu vois, j'ai été étonné quand je suis arrivé au Québec, parce qu'en France, on n'a pas trop ça. Les entreprises solidaires, coopératives, etc. Ici, on en retrouve vraiment partout, des cafés solidaires, cafés coopératifs, des boulangeries coopératives. Vraiment, c'est quelque chose qui est entré dans la culture et comme une espèce d'entrée en start-up d'une entreprise, etc. Et je trouve ça super intéressant parce que ça fait vraiment travailler toutes les... je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... Même si tu as expliqué, il y a des avantages fiscaux, etc. Mais ça fait quand même
ouais, ça apporte une espèce de bienveillance et puis une envie vraiment avec des belles valeurs, je trouve, à chaque fois quand les gens ils veulent faire quelque chose de coopératif, qui est avant tout pour valoriser leur région, leur endroit où ils sont. Et ça, c'est quelque chose que ça doit exister en France, mais que j'ai pas beaucoup retrouvé, moins du moins, tu vois. Il y en a quelques-unes bonnes boulangeries, des SCOOP, comme ils appellent, tu sais, puis qui fonctionnent quand même bien. Mais c'est moins monnaie courante en Europe, admettons, qu'au Québec. Au Québec, on a vraiment construit un réseau de coop qui est assez incroyable, que ce soit par rapport aux fermes laitières, pour prêter des équipements, pour se développer, pour prêter des silos. Le Québec a vraiment réussi à bien perdurer et à bien se développer un peu grâce aux coopératives, là, surtout au niveau maraîcher, l'agriculture et tout. Puis on essaye le plus possible de faire ça aussi avec la boulangerie, on ait une pérennité de l'entreprise, puis que au final, ça nous permet aussi d'aller chercher des meilleures conditions pour les employés. C'est un véhicule très intéressant. C'est comme une créature qui est vivante à elle-même, comme un peu comme le levain un petit peu. C'est une créature que tu dois nourrir. Là. Une coopérative, il faut que tu nourris d'ambition, il faut que tu nourrisses d'objectifs pour que les gens se sentent rattachés à ça. Puis c'est enivrant et vraiment intéressant à être comme au cœur de ça, parce que c'est plein de belles énergies, c'est plein de belles personnes qui participent dans ce projet-là, puis qui ont toutes des forces et des faiblesses différentes qui sont très complémentaires. Fait que, tu sais, c'est cool. C'est vraiment un beau véhicule pour ça. Surtout que ça permet en plus d'amener des idées vraiment intéressantes et nouvelles que tu n'aurais pas forcément pu avoir avec des entreprises directement. Ça amène des gens qui ont des produits ou des services qui sont super intéressants, qui sortent vraiment du lot. Et puis en boulangerie, ça peut amener aussi vraiment des gens qui t'apportent vraiment une plus-value sur un produit, vraiment une nouvelle façon de voir certaines choses. Et c'est vraiment assez intéressant et bluffant parce que tu vois vraiment des petits regroupements de pas beaucoup de personnes réussir à faire des produits d'une qualité vraiment intéressante et puis amener quelque chose de nouveau justement dans le paysage. Oui, exactement. C'est super intéressant. T'sais. Puis il y a ce... Moi, j'ai la chance vraiment d'être situé au cœur de la ville d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Puis en ce moment, tu sais, c'était moins actif un petit peu le centre-ville. Puis là, il y a eu un nouveau projet de développement qui a été lancé, là, je dirais, 3 semaines. Puis là, ça va vraiment être un centre-ville qui va être vivant, qui va avoir beaucoup de vie. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir l'évolution de tout ça. Puis c'est le fun parce qu'on est quelques acteurs dans ce centre-ville-là qui le fait vivre. Puis c'est le fun de faire partie de ça, de cette vie de centre-ville qui s'en allait un petit peu dans des directions tristes, mais qu'on voit quand même avec les différents acteurs du centre-ville qu'on est capable de le refaire vivre tranquillement, pas vite. Puis avec la jeunesse qui arrive un peu vraiment motivée, puis ça te porte aussi une importance au fait de tu te sens utile à la communauté, à la ville, justement en apportant quelque chose, en voulant aider. Et ça crée vraiment des liens entre les gens, je pense, beaucoup plus forts. Et puis après, ça crée même une envie de faire perdurer sa région, son village, sa ville, etc. Comme rencontrer les clients, voir les clients, c'est quelque chose qui est chouette. Oui, tout à fait. C'est quasiment un peu c'est avoir le titre un peu du boulanger du village. Un peu, tout le monde connaît un peu ton visage, connaît un peu qui tu es. Quand tu passes dans les rues, tu te fais saluer. Tu as ce petit truc-là super intéressant, super chouette, que c'est vraiment une vie... c'est une vie où t'es heureux, tu te prends un heureux, puis là, tu parles avec les gens, ils connaissent un petit peu ta vie. Fait que là, tu demandes des nouvelles aux clients, eux, ils te demandent des nouvelles. Fait que là, ça permet vraiment de te sentir en communauté, puis c'est chaleureux. On a perdu un peu ce côté communautaire-là avec les épreuves qu'on a eues dans les dernières années. On est rendu beaucoup plus individualiste comme être humain. Et même peut-être avant même ces épreuves-là, avec le fait de consommer beaucoup plus en supermarché, déshumaniser toute cette partie, le fait d'aller t'acheter tes aliments, tout ça, en fait, a un petit peu participé petit à petit à décommunautariser un peu les gens et déshumaniser même le fait d'aller, on voit avec les supermarchés maintenant, déjà un supermarché de base, c'est pas de là où tu parles le plus et où il y a une grosse... Mais en plus, avec les caisses automatiques, tout ça, c'est vraiment, tu vas faire ton truc, tu repars, t'as vu personne, t'as parlé à personne. Ouais. Puis souvent, ça fait des différences avec certains groupes de personnes, moi, je l'ai vu là, il y a quelques temps, moi, j'ai des collègues en or. Hein.
les gens avec qui je travaille en ce moment à la boulangerie, tu sais, moi, je suis un visage parmi tant d'autres. Tu sais, je porte, oui, une partie du projet, mais quand je suis pas là, j'ai une apprentie qui est incroyable, qui est chaleureuse tout le temps, puis j'ai quelqu'un à la caisse qui demande aux gens comment ils vont, tu sais, qui ressent des fois quand les gens ils vont moins bien. Puis justement, dernièrement, il y a une dame qui allait vraiment pas bien, puis que juste, tu sais, tu rentres à une place que les gens sont chaleureux. Un sourire, ça peut faire un beaucoup. sourire, puis demander, tu sais, c'est sûr que ça va, tu ouais. venir prendre, on invite pour le café, elle prend le café dans la boulangerie, elle parle un peu, ou juste comme être avec des gens. Tu sais, avoir un peu, tu sais, l'être humain absorbe beaucoup les énergies positives et négatives. Fait que quand elle rentre dans un endroit que l'énergie est positive, souvent l'être humain va être très réceptif à ça. Tout à fait. Fait qu'on a ce pouvoir-là en étant une micro-entreprise aussi, parce que, il faut le dire, oui, on est une coopérative, mais avant tout aussi, on est une micro-entreprise. Tu sais, on est 3-4 employés, puis on roule là-dessus, puis tout le monde connaît les clients, ils nous connaissent, puis c'est ça qui est chouette. On revient aux sources de ce qu'était la boulangerie, même encore aujourd'hui en France, et puis mais même beaucoup plus à l'époque, où vraiment la boulangerie, c'est pas simplement l'endroit où tu vas acheter ton pain, c'est vraiment le cœur de la ville ou du village, où tout le monde se retrouve, tout le monde peut discuter entre eux, tout le monde apprend les nouvelles, tout le monde veut savoir comment l'un tel va, l'autre va. C'est vraiment ça qui est intéressant, qui est beau en boulangerie quand on travaille dans ce milieu-là, c'est que en plus de faire des bons produits et d'essayer de nourrir les gens avec qui on vit, notre communauté, de les nourrir bien. En plus, on est comme garant aussi de fait de savoir s'ils vont bien, de donner les nouvelles. Vraiment, c'est ça. C'est ce cœur vraiment chaleureux qu'est la boulangerie. C'est un endroit très, très beau. Et juste, j'ai rebu là une gorgée de piquant là, à bout de 2 ans. Là. Ouais, ça fait du bien. Hein? Ah ouais. Non, pour vrai, c'est une de mes bonnes découvertes. Là. La France, là, pour vrai, là, c'est une histoire un peu en or. C'était vraiment, je t'avais dit la dernière fois, là, Aix-les-Bains, je m'en vais travailler un peu pour quelques jours avec un ami, puis il m'invite chez lui, puis l'hiver commence à arriver et tout. Puis sa femme vient nous porter des verres. Puis là, je vois la coloration de la bière. Je suis comme, OK, c'est pas comme d'habitude. Puis là, il me dit, ah ouais, c'est un gars du Nord, tu sais. Ouais, c'est du picon bière, tu vas voir, c'est super. J'en bois une. C'est incroyable. On a eu une bonne soirée de beuverie. Là, le lendemain, on s'est réveillé bien rôti. Oui, mais, exactement. Mais tu vois, je suis tombé amoureux du picon. C'est pour ça, quand j'ai su que tu aimais ça m'a vraiment, j'ai dit, wow, vraiment, il faut que je trouve, parce que. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc faites ça avec modération, s'il vous plaît. Mais ouais, vraiment, c'est vrai que le piquant, c'est quelque chose de... J'ai été chanceux, comme aussi je t'avais dit, j'ai eu un ami qui revenait de la France dernièrement qui m'a amené une belle bouteille d'1 litre. Fait que, ça faisait 6 mois que j'en avais pas bu, puis j'étais comme « Waouh, incroyable! » Mon frère, il m'en a ramené une aussi, là, justement, quand il est venu me voir, et c'est vrai que c'est... Ça rattache aussi à moi, surtout pour moi, tu vois, c'est des choses qui te rattachent un peu à ta culture et là d'où tu viens. Quand tu pars comme ça 2 ans, des fois, ça fait du bien d'avoir des petites... Ça atténue un peu le mal du pays. Hein, les pâtés lorrains, c'est exactement ça aussi, tu vois, c'est d'en en faire ici, d'en faire proposer aux gens, de faire goûter. Ça m'a aidé aussi à pas trop avoir le mal du pays, parce que je retrouve un peu ce qui me plaît dans mon pays. D'ailleurs, si jamais tu veux goûter, n'hésite pas. Parfait. Merci pour tout ça. En tout cas, on va passer à la deuxième rubrique, si tu le veux bien. De façon vraiment très intéressante. Là, je te propose de passer à la rubrique numéro 2, la levée des mystères. Quel bon jeu de mots. Exactement, il faut faire. J'adore. C'est ça, un podcast sur la boulangerie, il faut quand même que je fasse des petits comparatifs, des comparaisons. Ils sont incroyables. Moi, fan numéro 1. Hein. Merci beaucoup, ça me touche. Et justement, donc dans cette rubrique, on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans tous les sujets dont on a parlé, et puis parler d'autres sujets avec un peu plus de profondeur. Là, je voudrais revenir, on a parlé de coopérative, on a parlé d'artisanat, mais surtout de produits bio. Travailler avec des produits bio pour faire des pains plus nutritionnels. Pour toi, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire vraiment et même qu'est-ce que ça coûte, parce qu'au niveau du travail, c'est pas la même façon de voir ton travail. En fait, c'est pas une vérité vraie. Tu sais, c'est pas 100% des aliments bio vont être plus nutritifs. C'est pas vraiment ça. C'est plus au niveau de l'effort qui a été mis. Souvent, un producteur biologique a un éventail de contraintes. Donc, va faire énormément d'efforts pour que son produit, à la fin, il soit tout le temps au top de la qualité, au top de la récolte. Ça, c'est sûr que ça amène des nutriments de plus dans les produits. Fait que c'est un peu un gage de qualité, oui. Mais
C'est pas une vérité vraie que vu que c'est bio, c'est plus nutritif. C'est qu'est-ce qu'on fait par la suite avec. Dans ce respect-là, un étant artisan, moi, je connais les gens avec qui je travaille. Exemple, pour mon mélange multigrain, je travaille avec la ferme Tournevent qui est à Héberville, qui produisent des grains qui sont bio, ils produisent du lin, du cœur de chanvre décortiqué. Puis je sais que de A à Z, ils font attention à leurs procédés. Ça amène des saveurs qui sont incroyables, ça amène des taux de nutriments qui sont dans le tapis. Puis moi, je sais à quel point ils travaillent dur pour ça. Je suis qui pour la suite pour ne pas travailler dur aussi. Travailler dur sur le pain, travailler dur sur l'utilisation de leurs produits. Il faut que je fasse honneur à qu'est-ce qu'ils font. En fait, c'est valoriser la matière première qu'on achète quand tu pars du principe de vouloir acheter des bonnes matières, de produits bio, qui tu sais qui sont faits, comme tu dis, par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui veulent vraiment attacher une importance à leur travail. Comme tu dis, qui on est pour pas faire quelque chose de le plus exceptionnel qu'on peut en fait. Puis quand on travaille sur le bio aussi, c'est sûr que le prix rentre aussi en ligne de compte. Tu sais, dans le bio, on peut payer jusqu'à quasiment 2 fois plus sur notre matière première. Fait encore une fois, c'est un autre justificatif de prendre notre temps pour faire un beau produit puis ne pas qu'il y ait de gaspillage et tout. Tu sais. C'est vraiment dans cette optique-là que moi, j'ai décidé de travailler dans le bio. C'est pour avoir un certain gage de qualité puis aller travailler ces produits-là pour qu'ils soient les plus nutritifs possible, pour que le produit final le soit, en tout cas. C'est pour ça que je travaille aussi sur le vin, sur la majeure partie de ma gamme de pain. Parce que oui, ça nous prend plus de temps, ça nous prend plus d'attention. Si on prend le pH à chaque matin, à chaque midi, on fait 3 rafraîchis de levain dans notre journée température pièce. C'est sûr, ça prend plus de temps, ça prend plus d'attention, plus de passion, mais pour un résultat qu'on fait honneur à la farine, on fait honneur au grain, on fait honneur à de toute la chaîne, parce que de l'agriculteur jusqu'au produit final qui est le pain, ou même, on peut dire, jusqu'aux restaurateurs qui prennent peut-être nos invendus et qui les réutilisent. C'est comme une chaîne, même un cycle. Oui, c'est tout un cycle. C'est le double intérêt aussi de ce podcast, c'est de rallier la chaîne, tous les maillons ensemble pour les faire communiquer, pour avoir une meilleure compréhension globale de notre secteur. Et ça va même au-delà de juste de l'agriculteur, du meunier et du boulanger. Comme tu dis, il y a les restaurateurs, puis il y a aussi tous les acteurs, que ce soit un représentant, que ce soit même les gens dans l'industrie, ils font partie de la chaîne. Enfin, pas malheureusement, même ils viennent apporter quelque chose que nous, on ne peut pas apporter. Il faut tout pour faire un monde. Ouais, exactement. Tu sais, ça fait quelques fois qu'on le mentionne, le point de vue financier, parce qu'en ce moment, c'est important de le mentionner. On est dans une semi-crise financière. Les gens ont de la misère à acheter leurs aliments. Donc, est-ce que tout le monde peut nécessairement se payer à chaque jour un pain bio 100% levain? Pas tout le temps. Non. Fait qu'on a besoin d'acteurs qui ont des pains qui sont meilleurs marchés parce qu'ils font du nombre et tout. Tu sais, on fait toute partie d'un écosystème. Exactement. Tu sais, la boulangerie, c'est un écosystème vaste et tellement différent, puis qu'on peut cohabiter ensemble. C'est pour ça que niveau partage de connaissances ou juste discussion de nouveaux produits, de nouveaux trucs, moi, je suis très ouvert par rapport à ça. Exactement. Puis ça nous fait grandir quelque part, même si c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément pensées, des visions qu'on n'aurait pas forcément eues. Donc ça nous fait grandir et comprendre d'autres choses, d'autres moyens, puis ça peut toujours être utile. Ouais. On n'est jamais contre un peu plus de connaissances de toute façon. Exactement, parce que c'est la beauté du métier de boulanger. C'est que même quand tu penses tout connaître, souvent c'est à ce moment-là que tu réalises que tu connais pas tout. Parce que ça rend humble. On en a parlé hier soir, on prend une petite bière relax. Le pain rend humble. Tu pourrais sortir pendant des mois un pain incroyable, puis une journée, tu vas faire la même chose, mais il y a une petite affaire dans la chaîne que tu n'as pas réalisé que tu fais différemment, puis tu arrives, puis les pains, c'est des crêpes dans le four, puis ça rend humble. Ça rend humble, et puis ça continue, ça donne ce côté, tu sais pas de quoi demain est fait, et tu as envie de... du coup, tu n'as pas cette monotonie, en fait. Parce qu'il y en a, ils pourraient dire « Oh, la boulangerie, c'est monotone, tu fais toujours ton même mélange, etc. » Mais en fait, chaque jour, c'est là que la température, l'humidité, tout va tellement avoir un impact, plus ou moins grand selon la journée. Mais il y a des fois, tu vas dire « Non, ce bon-là, c'est quasiment pas... Les facteurs sont les mêmes, et tu te rends compte que tu as une mauvaise surprise parce qu'il y a un facteur que tu as négligé, parce qu'il y a... Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant et qui pousse à continuer d'être passionné. Parce que chaque jour est différent. C'est motivant, en fait. C'est
c'est un moteur d'avancement. Tu veux tout le temps aller chercher de la régularité, tout le temps chouette. T'sais. C'est vrai. Après ça, tu vois, en y réfléchissant, c'est vrai, mais pour des boulangers qui veulent travailler peut-être des matières plus nobles, sans améliorant, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens où tu as beaucoup moins de problèmes avec ça, avec les facteurs que ce soit la température, de l'humidité, parce qu'il y a beaucoup d'améliorants aujourd'hui qui peuvent te permettre de passer outre tout ça. Ouais. Et qui là vont rendre le travail vraiment moins intéressant parce qu'il n'y a plus d'alchimie à avoir entre tout, entre tes matières, ton environnement, ton processus, parce que tu vas mettre un petit peu de poudre et ça va permettre de... C'est sûr, tu vois, moi je suis, comme j'ai répondu dans la question bien ou mal, on peut un peu agrandir... parce que juste répondre bien ou mal, c'est un peu contraignant. Oui, c'est fait pour ça. Exactement. Ouais. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. L'améliorant, selon moi, n'est pas nécessairement un ennemi du bon pain. Par contre... à petite dose, à petite dose, à la limite, moi, j'en utilise zéro, puis j'en utiliserai probablement jamais dans ma vie, que ce soit sur ma viennoiserie ou bien mes pains. Mais je peux comprendre que quand tu as un facteur, tu as des salaires à payer, tu dois avoir un certain développement selon certains cadres d'entreprise, tu dois le faire. Moi, j'ai décidé que l'entreprise pour laquelle je suis n'ait jamais besoin de ça. On va avoir une limitation de production éventuellement, on va avoir un maximum de chiffre d'affaires, on va l'atteindre, puis ça sera tout. Ouais. Après ça, on fait juste continuer sur cette lancée-là, puis on bonifie les conditions des employés ou peu importe, mais notre but, c'est pas d'être une boulangerie qui produit des milliers et des milliers de pains par jour, puis ça ne le sera jamais. Fait que ça nous coupe un peu sur les améliorants, tu vois, on n'a pas moins besoin de... Est-ce que aussi les améliorants, ça permettrait pas aussi de juste répondre à un manque de connaissances sur certaines choses? Tu sais, c'est pas toujours évident quand on sait le faire, ça paraît évident, mais de faire du levain, de régler ses températures, ses processus de fabrication, ses temps de pétrissage, savoir si ta pâte elle est surpétrie ou pas surpétrie, si tu as besoin de plus d'eau, etc. C'est toutes des choses qui prennent un peu de temps à apprendre, qui ne sont pas toujours évidentes. Quand on le sait et quand on le fait, ça devient une habitude et pour nous c'est très simple. Mais est-ce que aussi l'améliorant, ça permettrait pas à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances ou l'envie de les apprendre, de juste... C'est sûr qu'en ce moment, tu regardes un petit peu le paysage québécois de la boulangerie, tu vas réaliser que toute boulangerie va chercher des employés. C'est sûr, là, je suis pas dans les extrêmes, mais dans les absolus. Mais trouver des boulangers qualifiés, c'est très dur en ce moment au Québec. Puis c'est des délais, parce que souvent, on va aller voir en France, on s'en va faire une offre d'emploi en France, puis après ça, tu as les délais des visas. Fait que c'est sûr que niveau emploi, il y a une problématique. Puis pour certaines entreprises, justement, standardiser les procédés grâce aux améliorants peut les aider à engager justement quelqu'un qui a moins d'expérience en boulangerie pour avoir des deux mains puis les utiliser pour faire du pain. C'est sûr, ça aide là-dedans. Le contexte de main-d'œuvre actuel est probablement un peu en cause par rapport à l'utilisation des améliorants. C'est probable, effectivement. Et justement, on parle du procédé de fabrication. On parlait de nutrition justement avec le fait de choisir des bonnes farines, etc., des bonnes matières premières. Tu l'as dit, c'est pas le seul facteur qui va faire que ton pain soit nutritif ou non. Ça va être ta façon de produire et de fabriquer ton pain. Meilleure digestibilité du pain, on sait que ça va passer par ta fermentation, par tes techniques de pétrissage. Tu pourrais nous en parler un peu plus, toi, des longues fermentations, du levain, etc., ce que ça pourrait apporter, comment le faire? Avec plaisir. En fait, nous, à la boulangerie, on a décidé vraiment on a transitionné à partir c'était en juillet 2023. On a tout mis à terre la gamme de pain qu'il y avait là avant dans la boulangerie. On a décidé de partir quasiment de zéro avec des nouveaux pains, des nouvelles procédés. C'est risqué, mais une vie sans risque. Ouais. Une vie sans risque. Oui, exactement. C'est un peu plus plate. Puis, tu sais, là, j'ai 25 ans. Je suis dans, justement, en anglais, on dit bold and young. Avoir du front et être jeune. Fait que je suis un peu là-dedans en ce moment. Fait que là, on a comme un peu mis de la gamme à terre. On a tout refait des recettes avec... on a changé la farine aussi. On est beaucoup avec la Rémy sur meule de pierre. Fait que plus nutritif. T'as des micronutriments incroyables là-dedans. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On travaille au levain.
Fait que ce que ça fait, ça prédigère le gluten un peu à ta place. Là, avec les amylases, là, ça va sectionner les chaînes de gluten. Puis ça va faciliter la digestion. On utilise des farines sur meule de pierre, donc ils ont des nutriments à l'intérieur, ils ont tout en fait, tout ce qui est bien dans le blé, on l'a encore dans cette farine-là. Comparé que certains types de moulins vont aller retirer le germe de blé, vont l'envoyer dans l'industrie pharmaceutique. Avec la meule de pierre, c'est quasi impossible de faire ça, donc on a une farine vraiment avec le germe de blé, avec tous les bons... avec tous les bons nutriments. Oui, les bons nutriments, oui. Les bons nutriments qu'il y a dedans. Puis en plus, nous, on travaille beaucoup. On a un pétrin 10 spirales pour faire ça. Pour pétrir, on est tout le temps en première vitesse quasiment. Là, on va rarement en deuxième vitesse parce que le pétrin oxyde énormément la pâte. L'oxydation tue les nutriments puis les rend plus fragiles pour l'absorption du corps humain. Puis là, nous, on fait la transition dans les prochains mois d'un pétrin à bras plongeants. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour pousser le plus possible vers la nutrition de l'être humain pour qu'il y ait moins d'oxydation de la pâte, pour avoir une meilleure alvéolage aussi. Fait que, tu sais, on a comme tout fait ces petits moves-là, ces petites actions-là pour tout le temps avoir un pain qui est le plus digeste possible par l'être humain. Fait que du levain jusqu'à l'utilisation, puis les temps de fermentation, tu parlais de longue fermentation. Nous, on travaille pas à 100% sur les longues fermentations. Ouais. Les fermentations, nous, ce qui avoisine 24 heures, des fois un petit peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Ça va, ça pourrait être plus long aussi. Ouais. C'est juste que nous, on fait du pointage, température pièce pendant des heures. Puis on travaille 100% sur le vin, sur la plupart de notre gamme. On travaille beaucoup sur la température pièce, on bloque au froid après façonnage. Fait que, il y a eu un beau développement. Les organismes sont comme dans leur prime, là, ils sont comme wouhou! Exact. Ils sont prêts à faire la guerre, t'sais. Puis on prend notre pH pour être sûr que notre levain soit toujours dans ses tops. Puis plus on fait comme 3 rafraîchis sur notre levain. Puis ça fait que c'est un levain qui est très lactique. À la place d'aller vers l'acide acétique, c'est ça un petit peu le... Tu sais, quand tu goûtes un pain qui est très, très, très acide, souvent, c'est que le levain est allé dans un côté acétique plus que lactique. Nous, vu qu'on le garde température pièce toute la semaine, il ne rentre jamais au frigo. Puis en plus, on fait plusieurs rafraîchis dessus. Ça nous permet d'être très souvent dans le lactique, puis très rarement dans l'acétique. Ça nous fait un pain qui est très, très goûteux sans avoir trop d'acidité. Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser à ça en décrivant absolument parfaitement tout le processus de fabrication, puis le goût de ton pain, etc., que tu nous as amené du pain et qu'on pourra déguster ça et qu'on pourra quand même pouvoir voir justement si tout ce que tu me dis, c'est pas du bullshit. Tu sais, il y a tout le temps un peu 50% de bullshit. Hein. Il faut vendre notre produit, il faut vendre la personne. Hein, c'est ça, c'est genre dur. Hein. Tu sais, la magie de la caméra, hein, c'est ça. Tu sais, ça paraît pas sur la caméra en ce moment, mais j'ai 10 kilos de plus. Hein. Puis il y a une bière. Ouais, exactement, en plus. Non, mais tu vois, pour en revenir à ça, ce qui me passionne et ce que je trouve vraiment de plus en plus intéressant, ce qui m'a donné de vouloir faire ce podcast, etc., c'est que on a tu vois, t'as 25 ans, la jeunesse en boulangerie, même les moins jeunes, hein, en vrai, on a quand même un intérêt de plus en plus profond sur le fait de faire du pain nutritif, de comprendre ce qui se passe, l'alchimie qui se passe dans ton pain, dans ta fabrication de ton pain, dans tout ce qui va faire que ton pain sera plus digeste. Tu vois, on parle de technique où tu prends le pH, c'est des choses qu'on faisait beaucoup moins à l'époque et que vraiment, je trouve que c'est démocratisé. Il y a une sensibilité à ça qui est devenue vraiment beaucoup plus importante avec des gens qui apportent ça. Et je trouve ça super intéressant d'ailleurs. C'est ça qui est beau, c'est qu'on en apprend tous les jours dans les techniques de fabrication pour suivre des gens comme les ambassadeurs du pain, Armandian Pimenta. Ils t'amènent des techniques, des façons de faire. Des philosophies aussi. Ouais, des philosophies, tout à fait. Qui sont tellement intéressantes et qui apportent beaucoup sur la boulangerie. Et tu te rends compte qu'en fait, il nous reste tellement à apprendre en boulangerie sur comment faire on sait comment faire du bon pain nutritif, mais je pense qu'on va encore en savoir plus avec le temps et on va... On est dans une révolution aussi en ce moment. Là, on retourne à l'ancienne. On retourne à l'ancienne, puis après ça, en partant de là, ça nous permet d'aller dans une voie complètement différente. Il y a eu un mouvement de fabrication de pain que, après guerre et tout, qu'on est allé vers l'industrialisation du pain.
si on est capable d'aller avant ça, puis prendre un autre chemin que l'industrialisation, puis aller développer justement le côté plus artisanal, plus le vin, tu sais, on va faire des découvertes, c'est sûr. Plus il va y avoir de gens motivés qui vont partager leurs découvertes, mieux ça va être. Puis on parlait tantôt avec le bien ou mal, qui est une rubrique, selon moi, parfaite, là. En fait, tu vois, on a parlé un peu des réseaux sociaux. Les influenceurs du pain, là, selon moi, c'est super bien en ce moment sur l'évolution du pain. Parce que ça amène de nouvelles méthodes. Ça amène aussi une curiosité des gens. Tu sais, on est habitué maintenant à avoir tout le temps notre cellulaire dans nos mains, à regarder sur Instagram. Fait que là, tu vois des gens, même si tu fais du pain à la maison, tu vois, mettons, des pains avec des farines plus typées, des pains qui sont plus cuits aussi, qui sont super, super beaux, puis qui sont, tu sais, dans la description souvent des photos, tu as aussi des notes de saveur, des trucs comme ça. Fait que ça amène vraiment les futurs clients ou les clients potentiels à vouloir un pain qui est différent, vouloir un pain qui est plus typé un petit peu aussi. Puis ça amène, comme tu le dis, ça amène surtout une curiosité forte des gens en fait, parce que quand il y a beaucoup de nouveautés, puis même pour nous en soi les boulangers, ça nous donne beaucoup d'idées, ça nous donne beaucoup de petits tips. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça comme ça. Et en fait, c'est comme un mélange de plein d'influences que ce soit des gens qui ont fait, de ce que toi tu connais déjà, pour après reconstruire des choses intéressantes. Puis souvent aussi, comme j'aime le dire, le métier de boulanger, c'est un métier de partage. Fait que souvent, ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que la personne peut être n'importe où dans le monde. Tu peux lui envoyer un message, tu peux dire « Hey, t'as-tu des trucs par rapport au pain que tu viens de poster, ou t'as-tu des trucs, t'as-tu des conseils? » Puis ils vont les donner souvent avec plaisir, parce que la transmission du savoir boulanger, c'est une des seules manières qu'on a une pérennité dans notre métier. Sinon, on recommence tout le temps à zéro. On recommence tout le temps à zéro sur les connaissances et tout, puis on perd du temps. Fait que non, c'est vraiment très important dans le partage. OK. On parle là des influenceurs, mais moi, je voudrais retourner plutôt aux consommateurs. Tu vois, je voulais savoir, moi, comment tes clients, ils voient ta façon de penser, ton envie de créer des gammes plus nutritives, ta façon d'apporter la boulangerie et l'intérêt du pain. Comment les locaux janois, comme ça, les janois voient ça, eux, est-ce qu'il y a quelque chose qui sont vraiment dans ce mood-là ou... Je te dirais qu'il y a une bonne partie de la clientèle que c'est ça. Ils posent beaucoup de questions. De plus en plus, ils posent des questions. Puis aussi, pour moi, c'est important que dans la boulangerie, ce ne soit pas juste la personne qui est à la caisse, la vendeuse, qui fasse la caisse. Ou, tu sais, notre labo, notre place pour faire du pain, là, il est accessible à la vue des clients. Fait qu'ils peuvent nous poser des questions. On les approche aussi pour leur parler de nos démarches. Fait que tout ça, ça amène un questionnement puis ça amène une curiosité chez nos clients réguliers. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais. Fait que les Janois, de plus en plus, s'intéressent à avoir un pain de qualité, un pain au levain, puis à poser des questions avec qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette, pourquoi ils devraient choisir un peu le pain que nous, on fait dans la boulangerie. OK. Justement, là, quand on voit de la clientèle qui est vraiment intéressée, qui comprend ce genre de démarche, toi, tu penses qu'au sens large, les gens sont prêts à retourner vers de la boulangerie et à quitter un petit peu à retourner aux petits producteurs, à la boulangerie, vraiment le local, pour arrêter tout ce qui est supermarché, ou du moins limiter dans leur achat, leur consommation, les produits qu'ils peuvent trouver dans les petits commerçants comme ça? Tu penses qu'ils sont prêts à ça, un changement comme ça ou pas? Moi, je pense que oui, mais très graduel. Dans l'optique où, comme on a mentionné déjà, le pain de boulangerie est un petit peu plus dispendieux, les gens sont un petit peu plus serrés au niveau de leur budget. Moi, ce que je pense, c'est que graduellement, si on est capable de changer le pain de la fin de semaine, admettons, oui, la semaine, utilise ton pain bonbon et tout, puis la fin de semaine, tu t'offres un beau pain frais au levain, qui est un petit peu plus dispendieux, oui, mais c'est comme un bonus de ta fin de semaine. T'sais. Moi, je pense que ça va être là-dessus qu'on va pouvoir avoir les clients. Puis une fois que la période plus incertaine arrête, là, ils vont pouvoir commencer à vraiment en avoir à chaque jour, peu importe. Tout est graduel. T'sais, dans toute nouvelle habitude, là, il faut tout le temps que ça soit graduel, ou sinon ça choque la personne, ou ça fait... Ils vont décider de ne pas venir au lieu d'encourager plus régulièrement. Je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Faire ça pas à pas, pain après pain, c'est ça. Un pain après l'autre, comme on dit. Ouais, exactement. Puis, pour changer les habitudes de consommation, c'est pas quelque chose d'évident de changer de
d'habitude et pour les consommateurs en général. Puis comme on le dit, on est dans un moment où tu sais, la vie coûte cher et c'est pas évident de se nourrir. On aimerait tous se nourrir bien mieux, convenablement, avec les vrais meilleurs produits, les bons produits, mais on n'a pas toujours les moyens. C'est pas toujours évident d'acheter un pain, comme tu dis. Mais effectivement, acheter des pains une fois par semaine, tu te fais un petit plaisir, tu vois. Tu invites tes amis, tu t'achètes un bon pain pour accompagner des bons produits comme on fait là, tu vois. Je pense que c'est comme ça, petit à petit, tu prends goût et puis avec le temps, en espérant que la situation financière s'améliorera, bien évidemment, tu peux changer les mentalités, puis aussi en touchant des jeunes, changer la mentalité des jeunes. Je pense que les jeunes sont déjà bien partis dans cette mentalité-là, de toute façon. Donc après, c'est plus compliqué de toucher des personnes qui font ça depuis toute leur vie. Et nous, en tant que coopérative aussi, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'essayer de limiter le plus possible l'augmentation des prix du pain. Ouais. On a décidé cette année de vraiment quasiment rien augmenter pour permettre aux gens de continuer à acheter le pain et à bien se nourrir. On s'est dit, on va avoir moins de bénéfices nets à la fin de l'année, mais and what? On veut une entreprise qui dure dans le temps. On n'est pas à l'année près. Fait que notre but, c'est vraiment de faire partie du paysage janois, puis de leur offrir du pain bio au levain, puis que ça reste relativement abordable pour eux. C'est un petit peu notre petit move qu'on fait. C'est votre petit mot, et puis c'est aussi dans tes valeurs à toi, dans ta façon de voir la vie même en général. Et c'est pour ça que je voudrais en passer tout de suite à la troisième rubrique, la rubrique l'esprit de partage. Donc dans cette rubrique, je vais te laisser beaucoup plus la parole parce que pour mieux comprendre, puis pour que tu nous partages avec nous, tu nous transmettes, c'est pour moi l'une des rubriques les plus importantes du podcast parce que le podcast sert à transmettre, à partager les connaissances, à comprendre la vision des gens et à se la faire sienne et puis à juger ce qui est bon, ce qui est moins bon à prendre. Et toi, tu as beaucoup de valeurs qui sont très très intéressantes et très belles, bien évidemment. Le pain biologique, faire sur le vin, même dans la façon dont tu conçois la communauté, tout ça. Mais comment ça arrive? Et comme moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà comment Casimir s'est réveillé et s'est dit tiens, je vais être boulanger. En fait, tu sais, j'ai toujours eu ces valeurs-là imbriquées en moi. Moi, j'ai fait des études en technique juridique. Après ça, j'étais dans des cuisines un peu partout dans le Québec. J'ai travaillé avec des chefs incroyables. Mais tout ça, en fait, ça provient de l'enseignement que j'ai reçu. Moi, j'ai été élevé en bonne partie par mes grands-parents, donc des valeurs qui sont plus anciennes. Mon grand-père était agriculteur, il était fermier dans une ferme laitière. Il a toujours placé l'être humain aussi au milieu de son mouvement de pensée à lui. Il a tout le temps été vers l'entraide, vers le développement des gens alentour de lui. Il se sacrifiait énormément pour les autres. Puis moi, j'ai grandi en regardant ça. Puis, mon grand-père, pour moi, c'était mon héros. C'était la personne que je voulais devenir plus tard. Puis là, j'ai le pouvoir de le faire. Suivre... suivre sa lignée. Suivre sa lignée. Il t'a apporté, quoi. Il est décédé dernièrement, en octobre passé. Fait que c'est un peu ma mission que je me dis de un peu... Je pense que quelqu'un comme lui, il faut que ça soit au Lac-Saint-Jean. Il faut que ça... Puis j'aimerais bien comme lui faire honneur à lui, à sa pensée. Tout à fait, et être cette personne-là au Lac-Saint-Jean, puis essayer le plus possible d'être là pour les communautés. Fait que moi, ça fait, pour vraiment répondre à la question sans prendre de détour, ça fait 4 ans que je suis boulanger. J'ai commencé la boulangerie grâce à un offre incroyable que j'ai eu du pain dans les voiles à Mont-Saint-Hilaire. Ils m'ont offert une formation. Moi, j'ai passé de la cuisine, je veux dire grâce au COVID. C'est rare qu'on dise grâce au COVID, mais j'ai fait mon changement de carrière grâce à ça parce que j'avais perdu mon emploi en restauration. Puis j'ai réussi à apprendre un peu sur le tas la boulangerie, qui, tu sais, c'est vraiment une belle entreprise. Le pain dans les voiles utilise des farines moulues au Québec, ils travaillent au levain, ils sont beaucoup vers le développement de la personne. C'est une belle entreprise. Puis j'ai eu la chance de naviguer là-dedans pendant 3 ans, 3 ans et demi. Je me suis fait des amis là-bas, des gens incroyables. J'ai vraiment eu de la chance d'être là-dedans. Puis ça m'a aussi aidé à construire un peu cette... parce que on a notre échelle de valeur, mais ça m'a vraiment étoffé aussi avec les connaissances, au niveau de la boulangerie pour l'efficacité et l'efficience d'une boulangerie. J'ai eu la chance d'avoir ça. Et après ça, j'ai décidé d'aller me former
en France. J'étais à l'École internationale de boulangerie à Noyer-sur-Jabron, qui est une école de boulangerie qui est vraiment, c'est 100% levain. Tu rentres là-bas, puis le levain, c'est ta religion. Tu es là de 7 h le matin à 7 h le soir. Tu manges du pain, tu respires du pain, tu fais du pain. Tu as du pain sur la planche à chaque jour. Moi aussi, je suis capable de faire des petites blagues. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais c'est une école incroyable. Pendant 4 mois, tu fais un bac professionnel, tu fais un tour de la France, tu fais 6 stages. J'ai rencontré pendant ces stages-là des créateurs, des gens, des faiseurs excellents, comme admettons, juste pour en nommer quelques-uns, il y a Terre et Blé à Saint-Rémy-de-Provence qui utilise que des farines sur blé ancien, sur mouture sur meule de pierre, puis travail de feu de bois avec leur four à bois. Il y a Farine à Valence qui est 100% levain sur tous leurs produits spéciaux. Ils travaillent un peu les farines ancestrales, sur les blés ancestraux. Ils ont des farines sur meule de pierre, puis le propriétaire est un passionné incroyable, Nicolas Boissy, qui est un pilier sur ma philosophie pour faire du pain. Fait que j'ai eu la chance vraiment d'être en France là-bas pour rencontrer des gens qui sont incroyables, des passionnés, des gens qui ont l'amour du métier dans le cœur. Ouais. Et ça a été une envie qui est venue de toi, de te dire faut que j'aille en France me former. Comment c'était venu? C'est vraiment, tu t'es dit ouais, faut que je parte en France pour me former en boulangerie là. Après 3 ans dans la même entreprise, je commençais à pas trouver le temps long, mais tu sais, on fait le tour à un moment donné. Puis là, j'étais comme, comment je peux pousser? Parce que je suis un passionné, je lis énormément les livres. Puis il y avait un livre qui est le traité de la boulangerie au levain, qui est écrit par Thomas Teffry-Chambellan, le directeur de l'école dont je suis allé. Puis j'ai fait, ah wow, j'ai une école, ce monsieur-là. Fait que j'ai fait ma demande sans trop, j'ai pas pensé trop avant. J'ai fait ma demande pour m'inscrire. Puis là, j'étais comme, ouais, au pire, ça passera pas. Puis... Au pire, ça passera pas. Ou, tu sais, j'avais pas encore regardé les frais, j'avais pas. Là, j'étais comme, tu sais, je m'inscris, je suis comme, OK. Ça va me coûter un petit peu. Mais tu vois, dès que j'ai eu ça m'a comme redonné un vent de passion parce que j'avais hâte d'y aller, j'ai hâte de... bien sûr. Parce que les farines sont différentes aussi. Tu sais, là, moi, j'ai appris la boulangerie au Québec. Là, ça me permettait d'apprendre à travailler des farines très différentes, qui ont un W différent, qui ont le gluten, juste la force de la protéine est vraiment différente avec les farines françaises. Fait que, tu sais, j'avais hâte. Fait que c'est vraiment... C'est ça un peu qui m'a poussé, là. Ouais, je comprends, parce que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance de travailler avec les farines du Moulin La Rémie. Ouais. C'est vrai que même moi, en France, je n'étais pas habitué à travailler avec des farines comme ça, là. C'est des farines... Au final, on a des farines de qualité en France. Ouais. Mais la farine, là, elle était vraiment... Je dis, ah ouais, c'est vraiment de bonne qualité, quoi. La saveur. Tout, la saveur, tout, en fait, était vraiment... Je dis, waouh, OK. Je pensais pas que je pourrais retrouver ça, cette qualité-là, et puis ce goût-là, ce goût, ce truc très typique en fait. Exactement. Je trouve nulle part ailleurs presque. Ouais. Ça, pour vrai, c'est une super qualité. Puis il y en a d'autres aussi, des moulins qui font de la super belle farine. Mais sur la régularité, la Rémie, c'est incroyable. Mais oui, nous on la travaille, cette farine. On trouve ça adorable à travailler. C'est ça, c'est clair, c'est un bonheur, quoi. Ouais. Et du coup, pour en revenir à la France, moi, je voulais savoir quand même, en tant que Québécois, parce que moi, tu vois, on a un peu une façon assez on a le même parcours quelque part. Tu vois, toi, tu es parti en France et étudier la boulangerie et travailler en boulangerie. Moi, je suis français, je suis parti au Québec pour voir la boulangerie, travailler en boulangerie, etc. Donc, on a un peu des parcours un peu similaires là-dessus. Et je voudrais savoir, toi, les impressions que tu as eues en France, que ce soit des impressions, mais aussi même ce que la France t'a pu t'apporter dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de comprendre même la boulangerie, et puis après aussi même culturellement, socialement, comment tu as vu ça? Moi, je pense que l'être humain se développe très bien dans le voyage. Tu sais, ça nous amène on doit régler des problèmes qu'on n'a jamais dû régler avant. Les gens pensent différemment dans différents pays, il faut que tu t'adaptes à ça. Fait que je me suis développé énormément. En 4 mois, là, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, pouvoir me développer autant en si peu de temps. Ouais. Puis j'ai eu de la chance, tu sais, moi, j'ai que rencontré des professionnels passionnés. Ouais. Dans toutes les boulangeries, je suis allé, les autres membres à l'école aussi, c'était vraiment incroyable. On a, que ce soit dans le cadre professoral ou même la direction, c'était tous des passionnés. Ils donnaient vraiment sens à l'école.
Moi, j'ai adoré la France, quasiment de A à Z. Peut-être un peu moins, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais peut-être un peu moins vitrole, approche de Marseille. Là, j'ai trouvé ça un peu plus dur. Mais je venais d'arriver du Québec. Moi, j'arrive tout souriant. Bonjour, comment ça va? Ça fait un gros choc culturel. Oui, exactement. Puis les gens, comme ils me regardaient, ils parlent anglais, lui. Qu'est-ce que c'est? À Marseille, c'est clair. Ouais. Bonjour, les gars. Mais j'ai adoré quand même, tu sais. Oui, bien sûr. Le sud de la France, là, je me suis fait adopter. Ah, mais le sud de la France, c'est toute une philosophie aussi, une façon d'être, une façon de voir les choses qui est différente et qui est super intéressante. Puis ils sont quand même très attachants, moi, je me suis fait adopter dans 2 villes en France. À Valence, j'ai comme mon petit cercle maintenant là-bas qui sont incroyables. Puis à Sisteron, proche de Noyer-sur-Javron, j'ai ma petite famille aussi de Sisteron qui est incroyable. Puis qui me demande encore des nouvelles quand ils voient les trucs. Ouais, c'est pour vrai, j'ai vraiment adoré mon passage en France. Non, bah c'est cool. Ouais. Et ça t'a apporté vraiment beaucoup dans ce que tu es aujourd'hui. Ouais, énormément, beaucoup sur la philosophie. Sur la philosophie de vie, mais tu vois, de voyager, de voir les choses différemment, comme tu l'as dit, ça t'apporte d'autres questionnements et des trucs que tu n'aurais jamais pu avoir sans bouger. Mm-hmm. Mais en même temps, ça peut faire peur par moments parce que c'est beaucoup de nouveautés et beaucoup de questionnements qui sont complexes à... Il faut une certaine... C'est pas que c'est pas pour tout le monde, mais ça demande une certaine résilience et puis une certaine... Une remise en question. Remise en question perpétuelle, de se prendre du recul sur soi-même, sur sa vie en général, regarder les choses objectivement, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est quand même... par contre, on en sort vraiment grandi, quoi. Ouais, vraiment. Moi, j'avais hâte de revenir au Québec, parce que moi je suis un très grand croyant de la province où... on peut même dire que le pays, qu'est le Québec. Oh là là! Ouais, moi, j'aime choquer. Non, mais t'as raison. Mais blague à part, j'adore le Québec. Je crois énormément à ce qu'on est capable de faire au Québec en tant que province. Puis j'avais hâte de revenir pour justement mettre tous les apprentissages que j'avais eus en France en branle. Mais tu sais, je serais resté un petit peu plus en France. Tu te dis, il faudrait que j'y retourne. Ouais. Tu sais, j'avais parlé de blé de pays, tu sais, pas blé de pays. Des variétés de blé aussi, très intéressantes dans les blés anciens. Pas blé de pays, terre et blé. Terre et blé, ouais. Terre et blé. Tu sais, il y a un homme, en fait, l'homme qui a créé ça, qui s'appelle Henri de Pazzi. Tu sais, c'est un être incroyable. J'ai parlé avec lui des soirées sur sa philosophie face au bio, à l'adaptation, parce qu'avec le réchauffement climatique, on doit s'adapter dans notre agriculture, tu sais. C'était juste incroyable. Tu sais, j'ai grandi énormément de discussions, d'enrichissement, de relations. Fait que c'est vraiment incroyable. Ah bah c'est sûr. Et puis mais tu vois, j'en reviens à ce que tu me disais. De toute façon, on est nourri par les conversations et par le podcast est là pour ça aussi. On se nourrit, on apprend, on s'enrichit d'une façon incroyable en discutant et en confrontant des idées, en parlant de certains sujets. Mais pour en revenir tu parlais de la province, tu crois beaucoup dans la province. Moi, je voudrais te demander quel est pour toi le futur, quel futur tu vois dans la boulangerie au Québec. Et même, pourquoi pas, même dans la formation en boulangerie au Québec, parce que c'est vrai que tu es parti en France pour t'éduquer en boulangerie, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à partir d'un certain moment, on pourra avoir il y en a sans doute déjà mais une formation vraiment poussée en boulangerie au Québec, ou tu penses que c'est vraiment dans le pays natal de la boulangerie qu'on peut... Moi, je pense que oui. Parce que, en fait, c'est beaucoup d'investissement, d'énergie, d'argent et tout. Ça serait parce qu'au Québec, on parle pas beaucoup du métier de boulanger. Fait que, tu sais, mettons, t'es un enfant, un adolescent qui cherche un peu un métier. Tu vas avoir vu l'émission Les Chefs à la télévision, tu vas avoir vu des émissions de cuisine, tu sais, où tu vas pouvoir te dire « je veux devenir un chef cuisine ». Mais en boulangerie, là, au Québec, il n'y a quasiment aucune émission. Il y a Laurent Duvernay-Tardif qui a fait du pain sur la planche. Ça, c'est super cool. Ça met de l'avant qu'est-ce que c'est gérer une boulangerie avec des boulangers et tout. Mais ce serait bien avoir plus qu'une émission qui parle justement de qu'est-ce qu'est le métier de boulanger, avoir des boulangers passionnés qui passent dans les écoles, dire « Hey, ce métier-là existe, goûtez du pain, venez faire des stages ». Je pense que ça part de... comme beaucoup de problèmes, ça part de la sensibilisation. Puis après ça, tout à fait. Comme en fait, en ce moment, il y a un gars qui s'appelle Louis Normand qui essaye de faire un programme à Jonquière de boulangerie un peu plus pointu. Fait qu'avec les ferments, on pourrait voir le levain, les pouliches, vraiment avec la prise de pH. Lui, il a ça comme projet. Fait que, on tranquillement, pas vite, dans la province, on commence tranquillement à capitaliser un petit peu sur le métier de boulanger. C'est
Mais comme tout changement, c'est petit peu par petit peu. Il faut des acteurs du changement aussi. Il faut des gens qui veulent qu'il y ait un changement puis qui veulent mettre de l'énergie, un peu comme le podcast. Le podcast, c'est un outil qui est incroyable. C'est un outil qui va capter vraiment l'attention des gens puis qui vont nous permettre de parler du métier puis de vraiment le mettre de l'avant. Ouais, le mettre de l'avant dans un sens large, que ce soit que ce soit des Français, des Québécois, etc. C'est vrai que ça peut apporter aussi beaucoup. C'est pour ça que je crois énormément en ça et que j'ai vraiment envie de développer ça. C'est parce que c'est un potentiel très important pour moi sur la sensibilisation des gens. Il y a le partage des connaissances aussi qui est super important. Il faut voir ça. Prendre des gens en apprentissage. Dans la boulangerie que je suis en ce moment, on a un local qui est relativement petit. On ne peut pas prendre 5-6 apprentis, mais dans mes projets, moi, ça va d'avoir un local qui va être plus grand. Pour pouvoir former plus. Exactement. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que, tu vois, le podcast, j'ai toujours voulu le faire aussi pour ça, pour pouvoir aider. Moi, tu vois, quand on est en apprentissage, il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir, des visions qu'on aurait aimé avoir, des tips, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je voulais aussi le faire, c'est pour pouvoir aider, que ce soit les boulangers, les passionnés, les gens qui sont en dehors de la boulangerie, mais aussi et surtout les apprentis, parce que c'est le futur en fait de notre métier. C'est grâce à eux, et bon, après nous on est encore jeunes, mais c'est grâce à la jeunesse et l'apprentissage qu'on va faire évoluer les mentalités, qu'on va faire comprendre, qu'on va améliorer les consciences, etc. Et c'est tout le but et le principe. Puis moi j'avais lu un livre qui était par rapport à la philosophie des projets. Et le livre mentionnait comme quoi un projet qui vaut la peine d'être investi dedans, c'est un projet qu'on va probablement pas voir la finalité de notre vivant. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme ça, tu sais. À la limite, je vais paver un chemin, je vais aider à paver le chemin parce qu'on est toute une équipe, on est en collaboration avec d'autres boulangers. On va paver un chemin pour que les générations de boulangers après aient un chemin pavé, que ce soit plus facile d'avancer au début, puis qu'après ça, ils puissent continuer à le paver par la suite. C'est la base de l'évolution de chaque métier. Il faut avoir ça, sinon on perd des acquis, on perd du savoir qui s'en va dans les limbes, puis eux, ils vont devoir travailler le double pour atteindre un point où ça leur aurait pris peut-être 1 an si ça avait été bien pavé par avant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a dit tout au long de l'émission. C'est le partage de connaissances et de savoir à quel point c'est important et que discuter, dialoguer, ça a une importance folle. On parle de pain biologique, bien manger, comprendre pourquoi on fait ces choix-là et pourquoi on veut tendre vers du pain biologique sur le vin, pourquoi on veut tendre vers des pains plus nutritionnels, vers des acteurs plus locaux et plus... c'est pas pour rien, c'est parce qu'on croit profondément en ça. Et on veut tendre vers ça, pas forcément pour nous, mais pour les futures générations, pour sensibiliser. Et tu l'as vraiment bien, t'en as vraiment été un bel acteur. Je suis content de t'avoir invité pour ça. Et moi, pour clôturer ce podcast, je voudrais, en fait, tu sais, le podcast, j'ai 3 principes et 3 piliers qui sont vraiment importants pour moi, qui sont les bases et les fondamentaux de ce podcast. Ça va être la bienveillance, le savoir et la transmission. Pour moi, c'est vraiment les 3 bases qui sont obligatoires à avoir, que ce soit en boulangerie, mais dans beaucoup d'autres domaines. Et ce podcast, c'est les 3 bases-là que je veux. Et je voudrais que tu choisisses l'une d'entre elles, celui que tu veux, et que tu me dises pourquoi, selon toi, c'est important, et l'importance que tu y vois, et le bienfait que tu vois à ça. Voilà. Moi, je pense que la bienveillance enrobe même les 2 autres. Parce que dès que quelqu'un... Donc, c'est le sujet que je vais prendre, la bienveillance. Selon moi, je pense que... dans le métier de boulanger, il faut être bienveillant. Quand on est artisan, il faut mettons, quelqu'un est dans la misère. Parce que t'as le côté entrepreneurial de la boulangerie, t'as le côté plus en étant employé aussi. Côté entrepreneurial, avoir une boulangerie, c'est de l'énergie. C'est des hauts, c'est des bas. Donc, si tu as de la bienveillance, tu es apte à parler à quelqu'un qui va être peut-être dans un bas, qui va vouloir comme un peu lancer la serviette, puis dire « j'arrête ». Fait que cette bienveillance-là va t'aider à aider un autre entrepreneur ou quelqu'un qui est dans un domaine, parce qu'on est tous là-dedans, on est tous dans une communauté, on est tous dans un cercle. Pour pas qu'il lâche, puis qu'il continue. Puis du point de vue employé, la bienveillance aussi, c'est partager. Dire, ne pas garder secret si il y a des trucs qui sont bien, tu sais, que, mettons, sur un procédé,
donner des recettes, donner des façons de faire. Parce que c'est là qu'on se développe tout ensemble, parce qu'on va partager dans une piscine de savoir et tout. On va pouvoir avoir tout cet accès-là. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir se développer par la suite, puis développer différentes méthodes, puis révolutionner un petit peu le pain qui va être le pain de demain, tu sais. Fait que moi, je pense que bienveillance, c'est vraiment mon terme que j'aime bien dans les 3 sujets. Eh bien, Casimir, merci beaucoup. Plaisir. Merci à toi. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse déguster et puis qu'on puisse Plaisir. montrer à la caméra quand même ce magnifique pain que tu nous as amené. Tu peux nous en parler même un petit peu? C'est très simple, en fait. C'est un pain de campagne très traditionnel. Hein. C'est fait avec farine moulue sur meule de pierre, levain de seigle, encore une fois dans le trait lactique. On a vraiment une odeur, un développement de saveur. Puis on baisse aussi le sodium à l'intérieur. Sur un sodium, on est à 14 grammes par kilo de farine, ce qui est quand même assez bas. Et en plus de ça, on travaille sur des hautes hydratations, fait que ça va diluer le sel encore plus. Fait que, tu te retrouves avec un pain avec un 30 % moins de sodium que d'habitude, selon les normes un peu européennes et tout. Puis c'est un pain qui développe de la saveur sur longue fermentation, puis qui est vraiment, tu sais, c'est le pain... C'est les bons pains qu'on retrouvait à l'époque, tu vois, c'est magnifique, je sais pas si vous pouvez voir. Au Péralé, tu peux mettre des photos, là, tu mettras des photos et tout. Honnêtement, moi, ce qui m'a le plus... déjà, visuellement, ça rappelle vraiment les pains de l'époque. Au niveau, une belle pièce avec de la croûte qui se tient, qui se conserve. Et tu vois, c'est quand on regarde déjà l'alvéolage qui est vraiment superbe, tu vois, c'est vraiment intéressant. On est sur un alvéolage très intéressant, mais ce qui est... malheureusement, vous pourrez pas là, c'est ça qui est dommage. Mais au niveau de l'odeur, ce qui m'a le plus étonné, c'est que donc on va retrouver ces notes... très typé, hein, avec une farine de campagne, avec le levain de seigle, on est sur un levain de seigle, en plus c'est raté à 120 %, on est sur une hydratation de base de 88 %. OK. Ça, puis sans compter le levain, fait que, avec le levain, ça monte à 90 %. Puis en fait, le seigle paraît très bien dedans et tout, ça fait de quoi de très typé, très savoureux. Puis une belle couleur, et puis ce qui m'a étonné, c'est quand tu sens, t'as tous ces arômes de pain de campagne, de seigle, mais t'as surtout un arôme, de l'acidité lactique, exact. Des notes super intéressantes, et vraiment lactique, mais que je pensais pas qu'on pourrait retrouver, vraiment, honnêtement. Celui, on le décline en plus de plusieurs façons. Là. On va le faire avec des graines, on le fait avec des canneberges qui accompagnent bien le fromage et tout. Fait que, on a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un pain qui vieillit très bien dans le temps. C'est après 2-3 jours, là, moi, selon moi, il est dans son pic qui est le meilleur parce qu'il y a un racisement qui commence avec le levain, qui développe des saveurs, un peu comme de la viande vieillie. Tu travailles une saveur qui est différente, puis je sais pas comment tu le trouves, mais... Honnêtement, au niveau de la mie, la l'onctuosité de la mie, c'est super bon. C'est des pains que tu aimes retrouver, qui sont vraiment intéressants. Et merci de l'avoir amené, parce que ça, c'est des pains qui... ça fait du bien, quoi. C'est des pains de partage, hein. C'est des pains, des grosses pièces, tu mets ça au milieu de la table. Puis c'est beau sur ta table, tu arrives avec le couteau, tu coupes. On l'a coupé tout à l'heure, mais déjà au bruit que ça fait quand tu vas couper la croûte, etc. C'est là qu'on se rend compte à quel point le pain, certes, c'est du pain, mais c'est pas que ça, c'est vraiment tout ce qui va aller autour. Que ça passe par le moment de partage que tu vas avoir avec les gens, mais aussi tu vas le goûter et tout. Hein. La vie de communauté. La vie de communauté, on en revient. Boulangerie, cœur d'une ville, d'un village. Puis après ça, on a des pains qui représentent cette chose-là. C'est ça. Ton pain représente très bien les valeurs que tu apportes et qu'on essaie de véhiculer. C'est vraiment magnifique. On a vraiment quelque chose. C'est intéressant, tu vois, c'est sur du travail. On est tout le temps en amélioration. Le pain, c'est ce qui est merveilleux. On va tout le temps améliorer les procédés, des trucs comme ça. Moi, c'est le genre de pain que j'aime beaucoup manger. Dans toutes les variantes que tu peux avoir, que ce soit... nous, en tant que boulanger, on aime beaucoup manger du pain de nature. Ça ne nous dérange vraiment pas parce que nous, on adore ça. Exactement. On a développé ton palais à connaître vraiment chaque saveur, etc. Mais même avec, que ce soit avec du fromage ou même avec des rillettes de porc. Ouais, du picon-bière. Du picon-bière. C'est phénoménal. Moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup manger, quoi. Je suis content que ça te plaise parce que tu repars avec le reste, fait que t'es pogné avec. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Fermente Mind. Je tiens à remercier chaleureusement Casimir Bello d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous
chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée, comme Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. Et n'oubliez pas, vos retours sont précieux. N'hésitez pas à partager votre avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur l'artisanat, le développement local et tout ce qui touche à notre passion commune pour la boulangerie. Restez connectés car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Ferment Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits.